Otar Ioselliani, regista georgiano naturalizzato francese, è scomparso di recente, avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 2 febbraio. Ecco, vorremmo un ricordo di Franco Maresco, regista palermitano, che nel 2001 lo ha conosciuto e lo ha intervistato nell'ambito di un festival sul rapporto tra cinema e filosofia che si tenne appunto in Sicilia. Sì, il festival ebbe luogo in Sicilia e precisamente alle Isole Eolie, si chiamava Il vento del cinema, dedicato, come lei diceva, al rapporto tra cinema e filosofia, curato meravigliosamente, magnificamente da Enrico Ghezzi. Io ricordo che andai senza Daniele, ancora lavoravamo, Daniele Cipri, ancora lavoravamo insieme, invece con me c'era Claudia Uzzo, che poi in seguito con me avrebbe cofirmato le sceneggiature dei miei film, dei miei documentari e raccogliemmo ore e ore di conversazioni, di interviste, il tutto prodotto dalla nostra società che era Cinico Cinema e incontrai, ricordo, Severino, molti altri filosofi, Rovatti, ricordo registi come Belatar, Bressane e appunto Iosseliani. Lei mi chiede un ricordo, io lo conoscevo naturalmente come regista. Da ragazzo ho visto un film che mi aveva molto colpito, che era C'era una volta un merlo canterino, che mi colpì molto. Se lei adesso mi chiede perché, non lo ricordo nemmeno, ma mi colpì molto, forse per le atmosfere e proprio per la forza delle immagini. E in quella occasione, io poi non lo avrei mai più rivisto, in quella occasione mi ritrovai di fronte a un signore che veniva da un regime, quello comunista, sovietico, era poi si era trasferito, si era rifugiato in Francia e trovai un signore molto colto, molto affabile. Adesso lo vedrete in questa conversazione che dura circa 20 minuti, un signore che faceva che faceva un cinema eh, molto, come dire, oggi siamo lontani anni luce, dopo 20 anni e passa, un cinema umanistico, ecco, un cinema che, come mi disse una volta un altro grandissimo maestro del cinema italiano, Giuseppe De Santis, parlando del neorealismo, di quello che lui aveva scritto e fatto, diceva un cinema che mette al centro l'uomo, quindi un cinema antropocentrico. Ecco, l'impressione che mi diede Iosseliani è quella di un regista molto colto e che per tutta la vita ha fatto un cinema pregno, insomma, di riferimenti alla grande cultura letteraria, penso a Dostoevsky, penso alla grande letteratura russa, ma non solo, del Novecento, a certi riferimenti cinematografici che lui stesso adesso nel video che vedrete fa. Ecco, secondo lei, che cosa rimane nel cinema contemporaneo di questa cultura umanistica di Ioselliani, di Rossellini, De Santis o altri registi del passato? Ma guardi, direi che non rimane niente o rimane ben poco. E se lei mi dovesse chiedere per quale motivo, io allora le dovrei dire che invece dovremmo parlare di post-umanità, di post-umanesimo, di qualcosa che ha a che fare con quella che sotto ormai gli occhi di quello che una volta si chiamava l'uomo della strada, cioè la trasformazione della nostra specie, dell'umanità,
non so se chiamarla evoluzione, comunque dell'avvento verso un'altra fase che è data, è imposta dalla potenza tecnologica, dall'intelligenza artificiale, dalle realtà aumentate, dalle realtà virtuali, da tutto quello che lei probabilmente conosce meglio di me. Insomma, oggi si usano parole per indicare questa fase come transumanesimo e i suoi teorici più o meno deliranti sono tanti. Quindi io direi di non avventurarci, o perlomeno io non mi sento di farlo, per questa strada dove diremmo soltanto delle ovvietà, delle banalità, di cui, ahimè, ormai si parla in continuazione ovunque. E allora, come direbbe il suo grande amico Enrico Ghezzi, buona visione con l'intervista a Otar Ioselliani. Grazie Franco Maresco. Grazie a lei. Il y a une chose comme le cinéma est né assez tardivement, aux comparaisons d'autres arts de haut niveau existants, comme l'anciennement, d'abord la danse rituelle qui vient des rituels religieux, là, pratiquement. Et puis la musique. Quand on dit la musique, il faut tout simplement imaginer quelle voie, quel chemin a passé la musique pour arriver au niveau de Stravinsky, par exemple, de Schoenberg. Quel long chemin de pratique ils ont passé. Le cinéma, à peine était né, on lui a donné tout de suite le son. On lui a donné tout de suite le son et mes collègues de l'autre temps étaient tellement fascinés de la possibilité d'enregistrer les paroles qu'ils ont rendu le cinéma parlant. Et comme ça, tout l'arsenal de cinéma qui était accumulé pendant le cinéma muet à partir de Buster Keaton, à partir de Griffiths, à partir de Abel Gans, à partir des grands metteurs en scène russes, Dovzhenko, Barnett, Eisenstein et tout, tout était vite oublié et on est passé à la parole. Et la parole a pris une grande partie, et aujourd'hui c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, surtout la catastrophe de cinéma français qui est, suivant la méthode d'utiliser la parole, est devenu intimiste. Parce que ce ne sont pas les textes écrits par Shakespeare, ce ne sont pas les textes écrits par Molière, ce sont les textes écrits par les faiseurs de cinéma. Alors c'est à peu près, c'est minimum de contenu là. On parle tout simplement. Le cinéma est devenu pas parlant, est devenu bavard. Et ça empêche la compréhension de contenu. Pour ça, moi je pense que la tendance de retourner vers le cinéma compréhensible sans parole, même s'il y a la parole. La parole, c'est pas du tout obligatoirement absent. Mais ça rend le cinéma un moyen de communication universel. Comme ça, je pense que le côté mental, le côté métaphysique de notre métier est beaucoup plus subtilement transmissible en langage cinématographique. C'est beaucoup plus difficile à faire. Mais c'est beaucoup plus difficile à faire, mais c'est beaucoup plus efficace.
Je retourne toujours votre attention au film de Zavattini et De Sica, qui sont pleins de... vous savez que la métaphysique qui est soutenue tout petit peu par la tristesse, comme traditionnellement chez Socrate, le désespoir de comprendre quelque chose, le désespoir de connaître et arriver à un fin pour expliquer le phénomène de la vie sur cette terre, est lié à une tristesse, et émotionnellement, c'est beaucoup plus compréhensible sur un langage transparent, simple, belle et lisible pour tout le monde sur toute la terre. Là. Pour ça, le cinéma très bavard et où il y a beaucoup de paroles et où on parle sans rien dire, ça je pense que c'est la perte de temps. Surtout quand on essaie d'évoquer dans le cinéma les grands textes. Par exemple, on tourne un film avec les textes de Shakespeare. Voilà. L'œuvre le plus métaphysique de Shakespeare, c'est connu, c'est Hamlet. Alors, c'est tout à fait différent lire Shakespeare ou le voir sur la scène. La scène, ça appauvrit le texte de Shakespeare. Et le cinéma, ça appauvrit 2 fois plus, parce que il y a en même temps le mouvement, la mise en scène, l'éclairage, les décors qui attirent l'attention dans tous les sens, et on perd le diamant, le texte de Shakespeare. Là. Ça veut dire que moi je suis partisan ou garder le texte. Le texte, ça doit être lu, ça ne doit pas être vu. Ou utiliser la méthode qui est propre au cinéma, voir, écouter et utiliser un langage qui est absolument universel et déjà bien élaboré par tous nos prédécesseurs. Si quelqu'un connaît les œuvres, vous savez que par exemple, il ne faut pas du tout comprendre l'italien pour lire le contenu de Il n'aveva. C'est une œuvre profondément métaphysique. Il fallait que après Otto et Mezzo, Federico, il passe une route assez compliquée, passant par les différentes expériences assez brillantes d'ailleurs, cinématographiques, pour arriver jusqu'à Il n'aveva. Mais il y avait la prova d'orchestre qui était une tentation de métaphysique dans le cinéma. C'est la rencontre de l'art. Le porteur de l'art, les petits bourgeois absolument minables, et la perte de temps et la vanité de cette vie personnelle des gens qui sont censés d'exécuter la haute pensée musicale, et en même temps l'existence du monde extérieur qui s'introduit brutalement dans leur vie. Ça c'est quand même, ça a des rapports avec la métaphysique. Comme ça, je pense que finalement, le langage cinématographique est fondé sur le montage de sons et des images, sur une partition complexe de tout ça pour exprimer aussi clairement que possible une idée, une pensée et transmettre ça sans
sans l'avoir formulé sémantiquement. Voilà. Vous savez que l'ancienne tradition, je pense qu'en Italie, en Grèce, en Géorgie, au sud de la France, c'était philosopher le soir. Le soir, c'est un moment qui s'apprête parfaitement bien à faire le bilan et extrapoler aussi ce bilan sur les cas différents là, de la vie. Prendre les exemples, juger, les croiser et voir qu'est-ce que ça donne au résultat. Ça veut dire que les paysans, normalement, c'était les vrais philosophes. Les paysans étant les parasites de la nature, qui ne savent pas comment ça se fait. Ils savent que si tu sèmes un grain, après, par mystère, ça donne un arbre, un fruit, mais comment, ils ne savent pas. Ça veut dire qu'il prend tout comme un univers existant. C'est comme ça, et c'est tout. Et expliquer ça, il n'y a pas de force. Et ils ne sont pas partis très loin des biologistes spécialistes qui essaient d'expliquer ça. Personne n'a jamais expliqué le phénomène. Personne n'a jamais expliqué comment d'un grain de maïs pousse un arbre, sans parler de la naissance de l'homme. Alors, ils vont essayer de cloner les choses existantes, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Ils peuvent prendre une cellule existante et cloner, mais créer la cellule, personne n'est capable. Alors d'où ça vient la conversation métaphysique, méta, parce que ça dépasse nos possibilités. Nos possibilités physiques à comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Et toute l'histoire de la pensée humaine tourne autour de ça. Un paysan qui pense et qui réfléchit sur la différence des natures humaines, il dit pas d'où ça vient, mais il réfléchit ce qui est honnête, ce qui est malhonnête. D'où vient la notion de conscience? Conscience vous punit, conscience vous empêche de vivre, conscience vous interdit de faire ça, ceci et cela. Oui, entre les catégories éthiques dans la vie. Les catégories éthiques créent la société. La société est basée sur l'éthique. Et petit à petit, la pensée humaine tourne autour de ça. Alors, si par exemple, on dit que chaque peuple sur cette terre, jusqu'à nos jours, avait la structure culturelle, comme un cristal. Oui. Si vous appuyez sur un cristal, il se brise, mais il se brise en gardant sa structure. Oui. Mais quand il y a un peuple qui est comme le beurre, qui n'a pas de structure, je pense aux Russes, là, où vous pouvez passer le couteau à gauche, à droite, et il n'y a pas de structure qui se casse, il n'y a pas de structure qui reste. Oui. Là, c'est le drame et la tragédie. Oui. Alors, il y avait effectivement, le fascisme en Italie. Il y avait la
coopération et collaboration des Français avec les nazis en Allemagne. Mais la structure en restait. Oui. Les Russes qui sont passés de totalitarisme à capitalisme sauvage, ils n'ont pas de structure, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est comme le beurre, là. Ça veut dire que c'est l'absence de métaphysique paysanne. Et ça dû à quoi? Parce qu'en Russie, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la population était les serfs, les esclaves, qu'on pouvait même vendre. Lisez le Gogol, là. On pouvait vendre, revendre, acheter, on pouvait séparer les familles, vendre les femmes à part, les hommes à part, les enfants à part, et tout le monde obéissait. Et cette habitude d'obéir a détruit la structure anciennement slave, qui était, je pense, une des anciennes structures, là. C'était une tradition très, très propre, très, très humaine. Mais c'est ça, l'oligarchie a créé cette situation. Je reviens à la question que vous venez me poser. Ça veut dire que si on essaie dans notre métier, si on essaie de parler de quelque chose de profond sur la Terre, ça c'est sûr que ça peut sortir de la bouche d'un paysan ou d'un savant, et plutôt je me méfie des savants parce qu'ils sont parfois beaucoup plus primitifs que les paysans, là, qui ont un peu la pratique dans les mains. Mais tout le monde pense sur cette terre. Notre vie est en égalité. Elle est suffisamment courte pour les uns que pour les autres. Et chacun est devant un problème. Pourquoi je vis sur cette terre et comment je vais la quitter? C'est ça la question to be or not to be, qui vient de Hamlet. C'est ça le grain de toutes les questions qu'on se pose. Et autour de ça tourne notre métier aussi, parce que nous sommes en égalité et avec les paysans et avec les penseurs. Oui, certains ont lu un peu plus, certains ont lu un peu moins, mais il n'y a pas de priorité. On peut être un armoire, une bibliothèque fermée à clé, et on peut être tout simplement un pratiquant de la vie, comme c'était Cagliostro par exemple, oui, et connaître beaucoup plus qu'on peut lire dans les bibliothèques. Ça veut dire que on peut formuler ça comme ça, que la culture, ça vient pas d'apprentissage, ça vient plutôt d'éducation de biens qui passe par les parents. Et après, vous avez la clé pour ouvrir quelques petits secrets dans cette ville.